Les TMS, c'est ce qu'on appelle les troubles musculo-squelettiques. C'est la première pathologie reconnue comme maladie professionnelle en France. Ça représente à peu près 45 000 dossiers de maladies professionnelles, donc 3/4 de l'ensemble des tableaux, mais aussi un tiers des accidents du travail. Alors, ce sont des pathologies qui touchent les articulations, les membres supérieurs, mais aussi du dos et des membres inférieurs. Ce sont des pathologies vraiment multifactorielles qui trouvent leur origine aussi bien sur des facteurs biomécaniques, mais aussi des facteurs psychosociaux, des facteurs d'organisation du travail. Donc, un problème complexe, il y a vraiment difficilement une réponse simple. Donc, la réponse en termes de prévention des TMS, c'est vraiment de questionner le travail, d'essayer de trouver des solutions, mais non pas toutes faites, mais plutôt réfléchies collectivement dans l'établissement. Donc pour atteindre cet objectif, on peut passer par notamment les formations PRAP. Pour que ces formations soient vraiment efficaces, il faut qu'elles respectent les étapes de démarche de prévention des TMS qui est vraiment au nombre de 4 étapes. La première étape, c'est une phase de mobilisation pour que tous les acteurs de l'établissement partagent à peu près le même référentiel sur ce sujet. La deuxième étape, ça serait une étape incontournable de compréhension et d'analyse des situations de travail. Troisième étape, c'est la transformation, les modifications concrètes. Et la quatrième étape, c'est l'évaluation des actions qui ont été menées. Donc, qu'est-ce qui est intéressant dans la démarche PRAP? L'intérêt, c'est justement de rendre les salariés acteurs de leur propre sécurité au travail et d'arriver dans une démarche de prévention globale. Donc, c'est dans ce type de démarche que nous, on veut aussi s'intégrer. Alors, quand je dis nous, c'est la direction de l'établissement, les instances. La formation PRAP, elle n'a aujourd'hui d'intérêt que si elle est vraiment encadrée, car il ne s'agit pas de faire, je dirais, du coup par coup en termes de formation, mais plutôt d'encadrer cette formation avec un comité de pilotage qui sera vraiment la garantie un petit peu de l'engagement de la direction et derrière du bon suivi des actions menées. Vraiment réunir autour de la table toutes les personnes intéressées par le sujet des troubles musculo-squelettiques ou impactées par leurs effets. L'AGIMC, par exemple, a passé vraiment un temps assez important à la réflexion sur la composition du comité de pilotage. Nous vous proposons un témoignage à ce sujet. Donc nous avons composé un comité de pilotage avec les représentants des différents acteurs. Donc effectivement la direction de l'établissement, effectivement la direction de l'association, mais aussi donc le médecin du travail, des représentants de la CARSAT, le directeur de l'organisme de formation qui avait formé nos préventeurs PRAP et aussi des ergonomes, à la fois donc de la CARSAT et à la fois de la médecine du travail. Donc en fait compte, on a constitué un comité de pilotage vraiment pluridisciplinaire qui a réuni toutes les composantes et qui a fait qu'effectivement on avait les compétences pour suivre cette démarche. Cette étape incontournable, elle est vraiment garantie dans la formation PRAP par la plus-value du formateur, de l'animateur formateur PRAP de l'établissement, qui va faire participer, qui va créer une émulation avec les salariés autour de la question du travail. Il faut bien comprendre qu'avec le geste et posture ou les formations manutention de malades, telles qu'on le voyait dans les services de soins, ça nous amenait à penser qu'une fois formé, le salarié, quelque part, il n'allait plus se blesser. Or, on se rend bien compte que le résultat n'est pas du tout optimum. L'action PRAP, c'est vraiment être capable d'analyser les situations de travail, d'analyser le réel, et ça, ce sont les salariés qui sont capables de le faire. On leur donne des outils, on leur apporte la méthode, on leur apporte la compréhension, on apporte et on demande aux salariés de réfléchir sur le réel de façon très, très objective. Eh bien, on crée et on favorise le dialogue social autour de la pénibilité, autour de ce que le travail réel pose comme problème au quotidien. Et c'est absolument pas leur dire il faut travailler de cette façon-là, c'est votre métier à un risque. On peut et vous pouvez, par une réflexion, travailler autrement. Voilà. Comment je peux me préserver? C'est-à-dire, je peux me préserver par des gestes ou des manutentions qui sont recommandées par le PRAP, ou alors par l'utilisation de matériel, ou alors par une organisation de travail aussi, ça peut passer pour comment réorganiser un petit peu le travail. Voilà. Très souvent, la première demande, c'est du matériel.
On est en difficulté, on veut du matériel. Et nous, on arrive avec une formation de 2 ou 3 jours en disant, certes, le matériel va vous apporter un petit peu, mais on a aussi besoin de réfléchir sur l'organisation de travail, comme on disait, avec les process de travail et les locaux et l'humain, quoi. Alors, il n'y a pas que la formation PRAP qui permet de répondre à la question de la prévention des troubles musculo-squelettiques. On peut aussi faire appel à l'extérieur, à des compétences externes. Et c'est ce qu'a choisi d'ailleurs, c'est la voie qui a été choisie par l'établissement UGCAM Tour de Gacy. Le point important, vraiment le noyau de cette étape, c'est de mener une réflexion collective autour de la question de l'amélioration des conditions de travail. On a mis sur la table voilà, toutes les difficultés qu'il y avait un petit peu donc, en neurologie, donc dans l'unité B. Et je pense que ça a été bien perçu par l'équipe soignante, de voir que la direction s'était emparée quand même de ce problème et a pu visualiser un petit peu qu'est-ce qui se jouait, quels étaient les enjeux vraiment de l'activité de travail des soignants. Lorsque les groupes de travail sont animés par les formateurs PRAP, ils se terminent de toute façon par la recherche d'amélioration, la recherche concrète de solutions. L'efficacité de cette étape, elle est vraiment liée à l'émulation qui va être créée dans le groupe de travail. Parce que c'est vrai que ça se passe dans une bonne ambiance, c'est très détendu, elles peuvent parler, on peut discuter. Je vous dis, il y a vraiment beaucoup d'échanges. Et ça fait 33 ans que je fais ce métier, je suis passée dans tous les services. Et avec les collègues, par exemple, moi je leur montre une façon, mais je leur dis rien n'est figé. Si vous avez une autre méthode, si vous vous sentez mieux dans telle pratique, vous pouvez le faire. Et alors on en discute, et puis voilà, elles disent, bon mais voilà, moi je fais ça comme ça, alors des fois on corrige des postures, et c'est vrai que ça se passe très très bien. D'une manière générale, plus on va impliquer le personnel dans le choix des solutions, plus on a de grandes chances d'aboutir à une bonne appropriation donc, de ces solutions et derrière à une efficacité des mesures de prévention. C'est l'ensemble de l'équipe qui réfléchit aux solutions et qui aussi se confronte peut-être à cette complexité de faire changer les choses. L'expérience en matière de prévention des TMS montre aujourd'hui que les démarches qui ont été vraiment efficaces sont celles qui ont abouti à des solutions multiples, à la fois axées sur les améliorations techniques, qui sont généralement incontournables, mais aussi des améliorations en termes d'organisation du travail. Il y a des solutions qui coûtent vraiment pas cher, c'est des choses qui sont sur les choix organisationnels, sur un nouveau contrat de soins avec les patients, et ça c'est quand même des choses très concrètes, très bénéfiques. On a installé des rails dans certaines chambres, alors pas dans toutes les chambres. Alors au niveau organisationnel, ça a été le travail à deux. Ça c'est quelque chose qui s'est mis en place de façon assez importante. La réflexion aussi qui n'est plus individuelle mais de groupe. Ça c'est en termes d'organisation. Après, l'un des plus gros budgets je pense pour l'association, ça a été la mise en place d'un véhicule adapté à double porte latérale qui permettront d'avoir moins de gestes compliqués. Après ça va être plus du matériel comme les draps de glisse, les disques de transfert. La dernière phase d'une démarche PRAP, c'est la phase d'évaluation, qui est bien sûr une phase déterminante. Il ne s'agit pas de laisser la démarche s'étioler avec le temps. Il faut vraiment l'entretenir, faire vivre cette démarche dans l'établissement. D'où l'importance du comité de pilotage. Le comité de pilotage est vraiment là pour garantir la continuité de l'action dans le temps. Alors le CHSCT a été impliqué dans la démarche puisqu'il faisait partie le secrétaire du CHSCT. La secrétaire du CHSCT était membre du comité de pilotage au même titre qu'un salarié de l'unité et l'encadrement, le médecin de l'unité et l'équipe de direction. C'est vrai que les cadres sont les premiers relais de nos salariés. Donc il faut aussi qu'ils soient sensibilisés à cette démarche et qu'ils participent à ce comité de pilotage qui va définir finalement un plan d'action chaque année sur cette thématique particulière de la prévention
et participer au suivi aussi de ce plan d'action et à la mise en œuvre. Pour éviter que les actions PRAP soient réalisées au coup par coup, nous invitons les établissements à se doter d'une compétence en interne, d'un formateur interne à la prévention des risques liés à l'activité physique. Le fait d'avoir une personne en interne permet un meilleur suivi des actions dans le temps. Donc moi, ma volonté, c'était bien sûr de former le personnel, mais je voulais un formateur en interne pour que la prévention ne s'arrête pas au cours de 2 journées de formation, mais qu'elle soit effective tout au long de l'année. On préfère former des équipes entières en peu de temps et faire suivre assez rapidement aussi la création du groupe de travail et maintenir un rythme suffisamment rapide, pas épuisant mais rapide, pour que les agents concernés restent dans une dynamique favorisante, quoi. C'est vrai que l'avantage d'être vraiment détaché, c'est de pouvoir continuer à suivre le groupe de travail, d'être présent avec eux à chaque fois, de le faire vivre. Mais au-delà du groupe de travail, c'est aussi pour aider à faire vivre ça, c'est toujours une proposition de nous aller avec les équipes sur le terrain pour continuer à mettre en place des choses, les accompagner en termes de manutention, de réflexion et d'utilisation des outils. Avant de pouvoir constater des résultats en termes d'amélioration de la sinistralité, il faut bien prendre conscience qu'il faut du temps. Il ne faut surtout pas s'attendre à travers la démarche de prévention des TMS à des résultats immédiats. En termes de chiffres sur les accidents du travail, je pense qu'il faut qu'on attende encore quelques années pour mesurer vraiment le travail de prévention qui a été mené depuis 2009. Je dirais que le premier bénéfice, les premiers résultats, c'est surtout que ça a changé notre représentation, nous, au niveau de l'équipe de direction, sur le travail et les problématiques, et on est davantage centré sur le travail réel des professionnels. Ça a permis d'avoir un climat social dans l'unité encore meilleur que précédemment. Ça a permis aussi de bien asseoir le rôle du cadre de santé de proximité, quel est son rôle en matière de prévention, et d'impliquer les salariés dans la démarche. Très concrètement, on constate une baisse de l'absentéisme, environ 2 équivalents temps plein suite à cette démarche. Alors, ce n'est pas fait d'un seul coup, mais progressivement. Une baisse des accidents du travail.